Le nom de Jules Grévy ne vous est sûrement pas inconnu, chers amis. Il fut un président de la République française apprécié par les uns, décrié par les autres, bref, un président de la République. Mais savez-vous que son pouvoir chancela à cause d'un portefeuille? Oh non, pas un portefeuille ministériel, mais un vrai portefeuille destiné à y ranger des billets de banque, un portefeuille qui n'avait qu'une chose qui le différencia des autres portefeuilles. Ce portefeuille-là était fait de peau humaine tannée. Bien sûr, les amateurs de vérité historique seront un peu surpris par ce genre de déclaration, mais vous comprendrez sa raison d'être si vous nous faites l'amitié de suivre avec nous le récit préparé par Grégory Franck, Les trois femmes égorgées de la rue Montaigne. Les deux petits chiens, les deux bichons de Régine de Montille, avaient seuls échappé au carnage. Le concierge du 17 de la rue Montaigne à Paris les trouva sous un canapé dans la chambre à coucher. Ils poussaient des petits cris plaintifs et grelottaient de peur. Le concierge n'avait rien entendu de l'épouvantable drame qui s'était déroulé dans l'appartement du troisième étage. En effet, la nuit précédente, le 17 mars 1887, Paris fêtait la mi-carême. Une neige tardive n'avait pas réussi à gâcher le plaisir des Parisiens qui s'étaient répandus dans les rues de la capitale en y faisant bien sûr le chahut qui convient à une telle fête. Une main crispée sur son tablier bleu, l'autre poing mordu à s'en faire mal pour ne pas vomir de dégoût, le concierge du 17 de la rue Montaigne osa enfin lever les yeux autour de lui. Régine de Montille, de son véritable état civil, Marie Regnault, celle qui avait été la belle Régine, une pulpeuse demi-mondaine visitée par les plus grands noms de Paris, Régine de Montille gisait au pied de son lit en chemise. Sa gorge avait été ouverte par un coup de couteau et son épaule droite avait été désarticulée par un autre coup de couteau. Sur le seuil de la chambre à coucher, Annette, la bonne. Annette Grémeret n'était plus elle aussi qu'un cadavre percé de blessures encore fraîches. En titubant, le concierge passa dans le couloir et après quelques essais réussit à desserrer suffisamment les lèvres pour appeler d'une voix très faible, d'un filet de voix, « Marie! Petite Marie !» Inutile. Marie qui avait 11 ans. Marie, la fille d'Annette, ne répondrait plus. Dans le lit de sa mère, un bras relevé comme pour se protéger, la petite Marie Grémeret avait eu le cou tranché avec une telle violence que la tête ne tenait plus au corps. C'en était trop pour le concierge qui s'enfuit dans l'escalier. « Du sang !» criait-il. « Au secours ! Quelqu'un ! Tout ce sang !» Oui, du sang, il y en avait partout. L'assassin avait même marché pieds nus dans le sang, comme l'attestaient les traces qui parcouraient l'appartement. Du sang, il y en avait sur les meubles et aussi sur les coffres-forts, où des doigts nerveux avaient laissé ces traces brunâtres qui ne trompaient pas. Ce furent les premières constatations des policiers alertés, et non des moindres, puisque s'occupèrent de l'affaire trois as de la police de l'époque, trois hommes dont les succès innombrables dans leurs enquêtes avaient assuré la réputation, le chef de la sûreté Taylor, le sous-chef Goron, dont nous aurons l'occasion de reparler, et l'inspecteur Jaume. En constatant l'état des lieux, ils conclurent très rapidement que seul le vol pouvait être le mobile du crime. Régine de Montille avait dû passer la nuit avec l'assassin, ce qui n'était pas étonnant, cette fort belle femme de 38 ans était une courtisane en renom qui passait pour riche, une richesse constituée de bijoux et de titres. De son vrai nom, comme je vous l'ai déjà dit, elle s'appelait tout simplement Marie Regnault. Et elle était ce que l'on appelait à l'époque une amuseuse, ou une allumeuse, ou encore une mousseuse, ou une instantanée. Je finirai par avoir beaucoup de vocabulaire à force de vous raconter ce genre d'histoire. Elle avait parfaitement réussi dans sa vie galante, et sa silhouette svelte, ses yeux noirs flamboyants et sa magnifique crinière brune
avait su lui conserver les affections de ses amants, dont un notamment depuis 16 ans. Un homme politique en renom que l'on voyait très souvent chez elle, mais d'autres aussi qui la visitaient moins régulièrement et qui faisaient tous partie de ce que l'argot de l'époque appelait le monde Vlamschut et Bécard, c'est-à-dire les milieux huppés de la capitale. Étrange expression. Et l'assassin était sans doute l'un de ses familiers, car, à l'image de nombre de ces dames, Marie Regnault, dite Régine de Montille, à la suite de quelques ennuis avec des messieurs, avait fait installer sur sa porte des verrous, crochets et barres de sécurité qui ne pouvaient en aucun cas avoir été forcés de l'extérieur sans laisser de traces. Or, de traces, il n'y en avait point sur la porte. Les as de la criminelle pensèrent donc que la bonne avait ouvert, reconnu le visiteur, et que celui-ci avait sans doute partagé pendant une partie de la nuit le lit de la courtisane, les draps froissés ne laissaient aucun doute à ce sujet. Et puis l'assassin, une fois son triple crime accompli, avait circulé dans toute la maison en dérobant tout ce qui pouvait avoir de la valeur, cassant une tirelire en porcelaine où Régine plaçait ses bénéfices provenant du jeu. Il avait aussi trouvé sous une pile de jupons de soie des titres porteurs dont il s'était emparé. La coupe, où Mademoiselle de Montille déposait chaque soir ses bijoux et sa bourse était vide, mais portait des traces d'ongles ensanglantés. Enfin, on retrouva, tout empoissé de sang, les clés du coffre-fort dont l'homme n'avait pour autant pas pu trouver la combinaison. De nos jours, il y aurait là profusion d'empreintes digitales à relever, mais à l'époque, M. Bertillon n'a pas encore mis au point sa méthode, et les policiers doivent s'en tenir à des indices plus évidents. Or, des indices, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être trop, et même des indices signés. Dans un coin du salon, on trouve une ceinture de pantalon, sur la face intérieure de laquelle est écrit en lettres gothiques et à l'encre un nom et un prénom. Gaston Geisler. Dans un petit chiffonnier, une lettre assez intime et parlant d'une visite prochaine du même Gaston Geisler. La lettre datait du 14 mars. Le crime a eu lieu le 17. Et enfin, sous le chiffonnier, il semble que le Gaston Geisler en question ait abandonné 2 manchettes de chemise à boutons d'acier portant toujours en lettres gothiques sa double initiale. Il y aurait véritablement lieu, ne pensez-vous pas, de s'occuper du dénommé Gaston Geisler. Mais les Geisler, il y en a beaucoup, Bruxelles, Anvers, Rouen, Bordeaux, et même, pourquoi pas, à Paris. Mais celui de Paris est introuvable. Ayant passé une nuit dans un hôtel près de la gare du Nord, il a laissé sa valise en guise de paiement et déménagé à la Cloche de Bois. Grâce aux photos trouvées dans la valise et à quelques déplacements assez fastidieux, le policier Goron finit par retrouver à Breslau une famille qui ne s'appelle pas du tout Geisler, ce sont les Gutentag. Mais ce sont leurs portraits qui étaient dans la valise de Geisler. Gaston Geisler s'appelle en réalité Gaston Gutentag. Il est le désespoir de cette brave famille, et c'est sous un pseudonyme qu'il accomplit de ci, de là, quelques petits méfaits sans grande importance. Or, renseignement pris. Geisler Gutentag vient de purger à la prison de Mazas une petite peine pour grivellerie. On ne l'a relaxé que le 23 mars, alors que le crime date du 17 mars. Et d'ailleurs, une fois dehors, le faux Geisler est allé tout benoîtement se jeter dans la Seine. Mais le contact de l'eau froide, lui ayant sûrement remis les idées en place, il a gagné à grande brasse l'autre rive, et il s'est rendu directement au commissariat pour demander qu'on le remît en prison. Il faut bien en conclure que ce malheureux garçon n'avait aucun rapport avec le criminel de la rue Montaigne. Jugeant que l'abondance des indices qui les dirigeaient vers un Geisler quelconque était peut-être un peu suspect, les policiers se rabattent sur une coupe richement ornée que l'on trouve sur un petit guéridon chez Régine de Montille. Dans cette coupe, les messieurs en visite laissaient leurs cartes lorsque la belle était de sortie ou encore lorsque la bonne Annette glissait d'un ton feutré, mais qui ne laissait aucun doute. « Mademoiselle ne peut pas vous recevoir pour l'instant. » Ces messieurs ayant du savoir-vivre laissaient donc un petit carton corné portant leur nom et quelquefois un petit mot gentil. Nombre de ces cartons portent des patronymes célèbres et ont été abandonnés là par des artistes, des industriels ou des politiciens dont les emplois du temps sont faciles à vérifier et que l'on voit mal de toute manière en train d'égorger au couteau 2 femmes et une fillette. 3 cartes pourtant attestent des visites successives d'un certain Pranzini. Henri Pranzini. Ce dernier reçut bien entendu la visite de l'inspecteur de police
et ne put cacher son émotion en apprenant la mort de Régine. Ce n'est pas possible. Oh, une femme aussi charmante, et qui aimait si passionnément la vie. Quand je pense que je lui ai apporté, voici quelques jours à peine, un roman policier, et qu'elle en était tellement contente. Ce roman, Régine de Montille, ne devait jamais le terminer, puisqu'elle l'avait laissé ouvert sur sa liseuse à une page qui se terminait par ces lignes. Jules, sautant du lit, regarda sa maîtresse à la lueur de la veilleuse. Il se dit « oui, elle dort », puis, s'emparant d'un poignard à manche d'ivoire, il l'assassina. L'inspecteur laissa le nommé Pranzini accablé d'une émotion sincère, méditer sur les coïncidences de la vie et de la mort, et il retourna bredouille se replonger dans son enquête. C'est le 21 mars qu'un coup de téléphone venant de Marseille annonça au policier Goron « Nous tenons l'assassin de Régine de Montille, c'est Henri Pranzini. » Mais les choses ne sont pas aussi simples. Oui, nous tenons l'assassin de Régine de Montille, c'est Henri Pranzini. Voici ce qu'annonce au téléphone au policier Goron un correspondant marseillais. Henri Pranzini, celui-là même que les inspecteurs de la Sûreté ont interrogé à Paris 2 jours plus tôt. Le temps que Pranzini soit ramené sur Paris, on épluche un peu son passé et on découvre un personnage hors du commun. Henri Pranzini est né à Alexandrie d'un père italien. Les postes égyptiennes sont le théâtre de ses premières indélicatesses. Il est renvoyé. Parlant 6 langues, il s'engage dans l'armée russe, puis dans l'armée anglaise du Soudan comme interprète, et il organise des caravanes en Perse vers l'Himalaya et vers la Chine. On le retrouve en France condamné pour avoir détourné un mandat destiné à un compagnon de voyage. Secrétaire d'un grand hôtel de Naples, il glisse dans une enveloppe qui lui avait été confiée du papier journal pour remplacer des billets de banque. La compagnie des wagons-lits l'engage. Il détrousse un voyageur revenant des Indes. Mais c'est sur son physique qu'il va compter pour vivre. Un physique véritablement exceptionnel. Car de son père italien, il tient des cheveux, tenez-vous bien, plutôt clairs. Et il y ajoute des yeux langoureux et un charme presque oriental. Voyez-le aussi d'une taille nettement au-dessus de la moyenne et d'une vigueur à laquelle les dames ne savent rester insensibles. L'une d'elles vénérait ses charmes dans une lettre enflammée où elle l'appelait « chérie magnifique ». Magnifique, Pranzini l'était sûrement au physique, mais au moral, il avait quelques lacunes. Des femmes, il n'attendait qu'une seule chose, leur cadeau. Il avait de l'amour pour une seule d'entre elles, sa mère, à laquelle il écrivait sans cesse, qu'il ne se passait un instant sans qu'il pense à elle, et c'est probablement vrai. Venu à Paris pour essayer de se faire une place au soleil, il pilotait dans la capitale des touristes anglais et égyptiens qui l'escroquaient plus ou moins au petit pied. Au moment des événements qui nous intéressent, Pranzini avait juste un peu plus de 30 ans et vivait au crochet d'une dame de 20 ans plus âgée que lui, Antoinette Sabatier, première vendeuse dans un magasin de mode de la rue Saint-Honoré. Cette maîtresse quinquagénaire mettait ses bijoux en gage quand son salaire ne suffisait pas, afin de fournir à Pranzini l'argent de poche nécessaire et les beaux costumes dont il avait besoin pour progresser dans le monde. Les policiers parisiens se mirent donc à interroger dès son arrivée de Marseille ce curieux personnage, mais il avait un alibi. Un jeune étudiant, en droit, dont le nom de famille était Bernard, avait passé avec Pranzini et 2 midinettes la nuit du crime au Théâtre des Variétés, puis dans divers cabarets et boîtes de nuit du quartier des Halles. Le Bernard en question n'était autre que Tristan Bernard, notre futur grand humoriste. Mais l'alibi s'effondra lorsque le jeune homme, à la suite de quelques recoupements, finit par établir que ce n'était pas la nuit du crime qu'il avait passé avec Pranzini, mais la nuit de l'avant-veille. Entre-temps, les enquêteurs avaient reconstitué la partie la plus récente de l'existence du suspect et arrivèrent finalement à mettre sur pied une version assez plausible des faits que je vous rapporte ici. Avec ses 50 ans et son petit salaire, Antoinette Sabatier ne représentait en vérité pour l'ambitieux Pranzini que la possibilité de ne pas se faire trop de soucis pour le vivre et le couvert,
en attendant de rencontrer la femme qui lui assurerait enfin une existence dorée et tranquille. Cette femme, il crut bien la rencontrer sous les traits d'une jeune Américaine qui voyageait avec sa mère. C'était encore une gamine avec ses 17 ans. Mais elle succomba instantanément aux beaux yeux de Pranzini, ne pensant plus dès cet instant qu'à sa forte stature, subjuguée, écrivait-elle, d'avoir touché ses muscles de fer. La jeune fille dut repartir pour New York, mais elle avait réussi à convaincre sa mère qu'elle devait épouser cet homme si distingué, si cultivé, si gentil. Par ses lettres, elle le pressait de traverser l'Atlantique. Et cette idée se mit à obséder Pranzini, car pour lui, c'était enfin le mariage dont il rêvait, l'aisance, la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours. Et ce qui ne gâchait rien, la demoiselle était ravissante. Mais pour voyager et pour faire bonne figure à son arrivée, Pranzini a besoin d'argent. Sa maîtresse en titre, ne pouvant lui en fournir, il se tourne vers ses autres conquêtes. Une comtesse lui refuse sa porte, car elle trouve soudain suspect cette insistance de Pranzini à la vouloir rencontrer chez elle. Il se rend alors chez un coutelier, et il y fait l'acquisition d'un coutelas de boucher qu'il insiste pour avoir, au dire du commerçant, avec une lame bien emmanchée et assez forte pour couper du bois. Il jurera plus tard que cet achat n'avait rien à voir avec le triple crime de la rue Montaigne. Entre-temps, le séduisant Pranzini avait reçu les faveurs de Marie Regnault, dite Régine de Montille, la demi-mondaine bien connue. Son métier n'empêchait pas celle-ci d'avoir des peines de cœur, puisque son plus jeune amant venait de la quitter pour se marier. Lorsqu'elle rencontra Pranzini à une exposition de tableaux, au Cercle des Mirlitons, elle pensa aussitôt que le robuste Levantin pouvait avantageusement remplacer l'amant de cœur des missionnaires, et que sa robuste constitution saurait apporter à la femme bouillante qu'elle était la consolation dont elle avait grand besoin. Elle le reçut donc chez elle, comme en témoignèrent les cartes de Pranzini que les policiers retrouvèrent. Et il n'est pas étonnant que la bonne ait ouvert la porte soigneusement cadenassée pour laisser passer le nouvel ami de madame cette nuit du 17 mars. Alors comment ne pas imaginer que c'est bien Pranzini qui froissa les draps de la belle demi-mondaine et qui, vers 5 ou 6 heures du matin, est surpris par elle, alors que nu, dans la pièce voisine de la chambre, il fouille silencieusement pour trouver quelques objets de valeur. Comment ne pas imaginer que c'est lui qui, saisissant le couteau récemment acquis dans la poche de son vêtement posé sur une chaise, se précipite sur Régine, lui tranche la gorge et commet ensuite l'horrible assassinat de la bonne et de la fillette. Alors, il fouille partout, prend ce qui peut être pris et fabrique les faux indices. La lettre, signée Gaston Geisler, les manchettes et la ceinture, aux mêmes initiales. Puis, il rince tant bien que mal le sang dont il est couvert dans la cuvette posée sur la table de toilette, dont l'eau rougie fait partie des indices relevés par les inspecteurs. Il se rhabille alors et attend, caché, l'ouverture à l'aube de la porte des fournisseurs, et il sort sans être vu. Au premier bureau de poste qu'il rencontre, il rédige un télégramme, part pour Nice avec mère. Il adresse la dépêche à la jeune américaine et il signe « Dr Foster ». Puis, dans un autre bureau de poste, il confectionne un paquet sur lequel il inscrit « Dr Foster à Dr Pranzini, hôtel de Noailles, Marseille, entre parenthèses, instrument ». Dans ce paquet, il expédie les titres et presque tous les bijoux qu'il vient de voler. Mais à cet instant, il est pris d'une intense frayeur. Il a oublié de détruire les cartes de visite laissées chez sa victime. Immanquablement, la police va les retrouver et venir l'interroger. Il lui faut un alibi. Il va donc chez sa vieille maîtresse, Antoinette, et celle-ci est trop contente de le voir revenir et le soir même, ils vont ensemble au cirque. Au retour, il achète un journal annonçant le crime, et dès qu'il a franchi la porte, il s'effondre sur un canapé en pleurant. « Es-tu malade, mon chéri ?»« Non, » dit Pranzini. « Cette nuit, j'étais chez cette femme que l'on a assassinée. On a sonné. Elle a soufflé. C'est mon amant, il est très jaloux. Elle m'a caché dans un placard, l'homme est entré, et de là, j'ai assisté à cette épouvantable boucherie. Je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé d'épouvante. Si jamais la police vient pour m'interroger, il faut absolument que tu jures que j'ai passé la nuit avec toi. » Antoinette promet qu'elle le fera. Elle l'aide à se coucher. Le lendemain, elle est à son travail lorsqu'il reçoit calmement l'inspecteur
et joue habilement la comédie de la surprise et du chagrin qui trompe le policier. Le soir, Antoinette Sabatier lui remet l'argent qu'elle a tiré de la vente d'un médaillon de famille et il s'embarque pour Marseille. Là, il trouve le paquet qu'il s'est envoyé à lui-même, mais il lui faut à tout prix vendre les bijoux trop compromettants. Alors il se rend aussitôt dans une maison de plaisir où il tente de vendre aux filles quelques pièces de valeur. Comme ces demoiselles refusent, une dispute éclate et Pranzini se sauve. Ils seront au palais de Longchamp, où il jette dans les toilettes le reste des bijoux, comprenant qu'il n'en fera rien et qu'ils sont trop compromettants. Mais les filles de joie, n'ayant rien eu de plus pressé que de porter les bijoux abandonnés au commissaire du quartier, celui-ci retrouve le cocher de fiacre qui a conduit Pranzini, et on arrête le colosse dans une loge du Grand Théâtre, où il écoute le premier acte du Barbier de Séville. Se voyant perdu, il a un geste de désespoir ou de courage, et tente de se suicider en s'étranglant pendant un moment d'inattention des policiers. Mais on le sauve, on le transporte à Paris. Alors Antoinette se rétracte et adjure son amant de dire la vérité, car elle ne le croit pas coupable. « Mais si! Mais je vous le jure, persiste Pranzini. Je suis rentré au domicile de ma maîtresse tard dans la nuit et j'en suis reparti tôt le matin. Si elle prétend le contraire maintenant, c'est qu'elle ne m'a pas vu. Je ne peux pas dire où j'ai passé la première partie de la nuit. Ce serait compromettre une femme du monde qui ne doit en aucun cas être mêlée à cette affaire. » Devant un jury des assises, Pranzini continuera à hurler qu'il est innocent. Son avocat plaide que Pranzini n'avait pas commis le crime, qu'il avait un complice. D'ailleurs, les voisins n'ont-ils pas aperçu dans l'escalier cette nuit-là la silhouette de ce qu'ils nommèrent un gringalet qui semblait venir de l'appartement de la victime. Et si Pranzini ne voulait pas le dénoncer, c'est parce que l'aveu d'une simple complicité lui aurait valu non pas la guillotine, mais le bagne. Il préfère risquer d'être reconnu coupable plutôt que de se retrouver derrière les grilles. Alors Pranzini se lève, la tête haute, les yeux étincelants. Il donne un coup de poing énorme sur la barrière du box des accusés. Il tonne d'une voix fière. « La mort ou la liberté? Je suis innocent, je le jure !» Il fut exécuté le 1er septembre 1887, place de la Roquette, criant toujours son innocence. Mais l'affaire Pranzini eut une suite. Le sous-chef de la sûreté Goron accumulait dans un petit musée personnel des souvenirs sur les grands criminels qu'il avait arrêtés. Comme il ne lui restait rien de Pranzini, l'un de ses agents, un nommé Rossignol, soudoya le garçon de laboratoire de la faculté de médecine qui préleva sur le cadavre décapité 3 lambeaux de peau qu'il fit tanner et transformer en portefeuille. Ces macabres objets furent conservés par le chef de la sûreté Taylor, le sous-chef Goron et l'agent Rossignol. Mais il y eut des fuites, et des articles de journaux scandalisés réclamèrent la mise à pied du policier Goron. Ces articles étant surtout l'œuvre d'un certain journal, Goron, qui n'était pas né de la dernière pluie, confia au journal rival un dossier qu'il avait sous le coude et qui concernait une dame qui profitait de son intimité avec un député gendre du président Jules Grévy. Cette dame vendait purement et simplement des décorations qu'elle obtenait de ses relations avec le gendre du président. Le dossier fut révélé au public et provoqua un tel scandale qu'il s'ensuivit l'arrestation d'un général, celui de la dame qui faisait le trafic de décorations, la démission du préfet de police, le déshonneur public du député, gendre du président Jules Grévy, et la démission du président lui-même. Dans tout cela, l'affaire des portefeuilles en peau de Pranzini fut bientôt oubliée, et le policier Goron continua une carrière dans laquelle le triple assassinat de la rue Montaigne tint quand même une place honorable, tout comme aujourd'hui dans nos dossiers extraordinaires.
Avez-vous déjà, chers amis, avez-vous déjà rencontré ce type de personnage? Elles sont toutes semblables, elles se ressemblent toutes. Dans toutes, on devine les mêmes détestables traits de caractère. Ce personnage qui se multiplie à tant d'exemplaires, c'est une matrone. Elle avance dans la vie précédée par un embonpoint surmonté d'une importante poitrine. Elle se fraye son chemin, elle vous écrase volontiers de sa masse, et malheur à vous, si vous ne vous esquivez pas assez vite pour lui céder une place assise. Car cette femme, ce personnage, c'est l'image même du bon droit. Chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes semble le proclamer à la société. Je suis une honnête femme, moi, je fais mon devoir, moi, je suis respectable, moi. Et l'on devine derrière ce portrait toujours semblable une telle dose de préjugés, de médiocrité, d'égoïsme. Oui, surtout, d'égoïsme. On imagine bien cette femme dans son cercle familial, n'admettant pas un écart de ses proches, pas une parole qui ose suggérer qu'elle n'est peut-être pas le centre du monde. Et on l'imagine aussi dans le même temps, en train d'asséner à ses parents et amis le récit perpétuel des sacrifices qu'elle fait pour eux. Oui, chers amis, cette femme-là, vous l'avez reconnue, vous la connaissez sous 1000 noms différents. Et à cette femme-là, la tradition veut que l'on n'imagine qu'un seul état dans la vie, qu'une seule fonction, c'est une belle-mère. Oh, certes et heureusement, ce n'est qu'une image. Mais hélas, elle existe parfois en chair et en os. Et si l'on dit que c'est une belle-mère, c'est parce que ce genre de femme trouve tout naturellement à exercer ses abus de caractère sur l'étranger ou l'étrangère qui entre dans la famille en lui volant son enfant. C'est le gendre ou la bru qu'elle appellera la pièce rapportée. Cette femme existe. Monsieur Hartmann ouvre ses volets. Il est 8 heures du matin. Nous sommes le 28 juillet 1936, dans la rue Paul Doumer. Tout est tranquille. Il faut dire qu'il ne se passe jamais grand-chose dans la rue Paul Doumer, à Lambersart-la-Jolie, près de Lille. Il fait beau. Les brumes du nord sont encore loin, et M. Hartmann en profite pour rester un peu le nez dehors à savourer ce début de matinée. Juste en face, c'est le numéro 11. Une petite maison bien tranquille, où il y a à peine un mois s'est installé un jeune ménage, celui du lieutenant Albert Maury. De vrais tourtereaux, pense M. Hartmann. Ils sont jeunes et beaux tous les deux. Bien sûr, lui, il est tellement jeune qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux ses galons. Il dit qu'il a 26 ans, mais il n'en a vraiment pas l'air. Tous les jours, il se lève à l'aurore pour se rendre à la garnison et laisse sa jeune femme Yvette. Où elle ne perd pas son temps, elle non plus. Elle fait ses courses très tôt. Et après, elle revient vite s'occuper de sa petite Nicole qui n'a que 2 ans. Et elle arrange aussi leur intérieur, fort modeste. Au secours! M. Hartmann lève les yeux, qui s'étaient attardés sur les quelques fleurs du jardin. Au secours! L'appel vient d'en face. Et le brave homme à sa fenêtre a juste le temps d'entreapercevoir la croisée du rez-de-chaussée de la maison Maury qui se ferme violemment. Mais je rêve ou quoi? Mais c'est de chez eux que ça vient. M. Hartmann a bien cru voir en une seconde un visage ensanglanté, des mains qui se tendaient en avant, et puis ce cri qui s'est arrêté brusquement, et cette silhouette qui a disparu à l'intérieur de la pièce comme tirée en arrière. Ah, ce n'est pas possible, il se passe quelque chose. M. Hartmann bondit dehors, traverse la chaussée et se presse contre la porte du numéro 11. Elle est fermée. Il tourne la poignée, pousse de l'épaule, rien à faire. Il colle l'oreille contre le panneau. On n'entend plus rien. M. Hartmann s'éloigne en reculant de la façade. Il tend le cou pour essayer d'apercevoir quelque chose. Vous avez entendu? Ce sont des voisins qui sont sur leur seuil. Eh bien oui, vous avez entendu aussi, bien sûr. On a crié au secours. Et qui? Ah, c'était une femme, oui. Ah, une voix de femme, j'en suis sûr. Effectivement, dit M. Hartmann. J'ai bien cru voir un visage de femme ensanglanté. Mais mon Dieu, ouvrez, il faut ouvrir. Mais ouvrez donc, ouvrez. C'est une voisine qui crie nerveusement sur le mode aigu. Je vais casser la vitre, dit M. Hartmann. Non, non. Attendez. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Sûr, sûr. Vous savez, c'était tellement rapide. Alors, croyez-moi, il vaut mieux prévenir la police. C'est à eux d'ouvrir, chacun ses affaires, pas vrai?
Justement, au coin de la rue habite l'agent de police Dufour. Il arrive en courant et fend le petit groupe déjà réuni devant la maison. Pas d'affolement, je vais voir. J'ai apporté mes passes. Monsieur Dufour, homme prévoyant, exhibe un trousseau de clés. Il arrive très vite à faire jouer la serrure et il entre, suivi d'un voisin. Oh, c'est affreux. Quelle horreur. En entendant ces mots, les autres témoins entrent doucement et découvrent à leur tour ce saisissant spectacle. Le corps inerte d'une femme, traînant à moitié par terre, et suspendu par le cou à la poignée de la porte de la cuisine. Sur le visage bleu coulent de minces filets de sang qui s'écrasent en gouttes sur le carrelage. Elle vit! Oui, regardez, elle vit encore! En effet, tandis que quelqu'un soutient le corps, l'agent Dufour détache la mince cordelière, la desserre péniblement d'entre les plis de la chair tuméfiée et constate qu'un sifflet rauque s'échappe encore de cette gorge. Vite, sur le divan! On la porte. Le policier tente aussitôt par quelques mouvements de provoquer une respiration nette. Mais soudain, au bout de quelques secondes, la tête roule mollement contre la poitrine de l'agent Dufour. Il passe doucement la main dans la chevelure blonde, allonge lentement le corps et murmure « Elle est morte. » Oui, Yvette Maury, 23 ans, est morte. Sa gorge broyée vient de laisser passer son dernier soupir. L'agent Dufour et les témoins se redressent. Ils reculent d'un pas. Des visages anxieux ou terrorisés se pressent contre les carreaux. Un attroupement silencieux s'est fait devant la maison Maury. Tout à l'heure encore, image d'un jeune bonheur et maintenant, le siège d'un drame affreux. Quel désespoir soudain a bien pu saisir cette femme pour l'inciter à commettre ce geste fatal. Et pourquoi de cette manière? Pourquoi se pendre à une poignée de porte alors que l'instinct de conservation devait presque obligatoirement la faire reprendre pied au dernier instant? Elle pouvait se faire mal, très mal même, mais mourir? Sûrement pas. Et cette blessure qu'elle porte à la tête, cette blessure d'où le sang a ruisselé sur son visage, comment a-t-elle pu se blesser ainsi? C'est alors qu'une femme pointe son doigt vers le corps, souffle « Mon Dieu !» et s'affaisse mollement, évanouie. Quelqu'un la retient, les regards se tournent vers le cadavre d'Yvette Maury, et les larmes viennent dans tous les yeux. « Oh mon Dieu !» reprend un voisin qui ne se retient pas de pleurer. Car chacun peut voir sur ce corps inanimé, sous les plis du vêtement, à l'endroit du ventre, quelques mouvements en vague. Oui, dans ce jeune corps que vient de saisir la mort, il y a encore pour un moment un peu de vie. Yvette Maury allait être maman une seconde fois. Et l'on est là, sans rien pouvoir faire pour cette seconde existence à peine perceptible, et qui lutte, et qui s'éteint. Plusieurs personnes se signent, et le petit groupe n'est pas revenu de sa stupeur, que des plaintes comme des gémissements ou des jappements se font entendre. Il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. Oui, cela vient de par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? La cave, je crois. Il y a quelqu'un dans la cave. Ne bougez pas. J'y vais. Fait le garde du four. Qui est là? Laissez-moi! Hurle une voix apeurée. Laissez-moi! Ne me touchez pas, ne me frappez pas! Le garde saisit la clenche et pousse. Mais cela résiste. Ouvrez! Ordonne Dufour. Non! Non, je n'ai rien fait! Continue la voix. Le représentant de l'ordre recule d'un mètre et d'un vigoureux coup d'épaule fait sauter le mince verrou qui retient le panneau. Celui-ci s'ouvre en claquant et l'on aperçoit une masse recroquevillée dans l'ombre des premières marches. Une autre victime, pense l'agent Dufour. La masse recroquevillée dans l'ombre commence à se préciser. C'est une femme. Une grosse femme avec un visage large et bouffi, une poitrine imposante. De ses mains grassouillettes, elle protège son sac qu'elle serre contre elle, en continuant à pleurnicher. « Mais venez, madame, dit Dufour en se penchant vers elle. « Non, non, laissez-moi, je suis innocente. » Avec un glapissement, la forme noire recroquevillée a lancé sa grosse patte en avant vers le visage de l'agent. Il esquive de justesse et, commençant vaguement à comprendre, il empoigne sans ménagement le vêtement noir comme il le peut. Il tire à lui, mais il faut qu'un voisin vienne l'aider pour extirper de son recoin la monumentale bonne femme qui se laisse aller en arrière de tout son poids et s'accroche aux marches
en émettant des sons qui font penser à un porc promis au couteau de l'égorgeur. La grosse femme tirait et poussait, finit par atterrir à plat ventre dans l'entrée. Elle se redresse sur les genoux en attirant contre elle son cabas. « Mais qui êtes-vous, madame ?»« Je suis Joséphine Maury, la mère du lieutenant Maury. » Et puis, se relevant, elle aperçoit par la porte ouverte le cadavre sur le divan. Elle relève le nez et ajoute méprisante « La belle-mère de cette femme !» Puis, d'un mouvement d'épaule, elle écarte un bras qui la soutenait, repousse deux personnes et va s'asseoir sur une chaise, tête droite, et les mains protégeant toujours son sac. Pendant que les témoins essaient de revenir de leur surprise successive, l'agent du four envoie quelqu'un prévenir ses supérieurs, lui-même restant sur place pour veiller à ce que l'on ne dérange rien. Mais le silence n'a pas le temps de se faire qu'un autre événement poignant se produit. Au coin d'une porte apparaît une petite silhouette en pyjama, un minuscule bout de fillette encore toute chiffonnée de sommeil, qui frotte ses yeux du revers du poignet. C'est la petite Nicole, 22 mois, la fille de la victime qui dormait profondément dans sa chambre fermée. Mais qui sont tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font dans sa maison de si bon matin? Maman, appelle la petite. Une voisine se précipite, interpose sa large robe entre la pièce au divan et la gamine. Viens, ma chérie, je vais t'habiller et te faire un bon chocolat. Chocolat, gazouille en écho la petite voix ravie, puis Nicole avise une lourde silhouette qui trône sur une chaise, sac sur les genoux, protégée par les mains grassouillettes. « Bonjour, madame. » Les témoins s'entre-regardent. Voilà que la gosse appelle madame sa propre grand-mère. C'est alors que celle-ci détourne un instant la tête et prononce d'une voix haineuse. « Ah, celle-là, je l'avais oubliée. » Une heure a passé. Et dans la maison du drame, les voisins, fermement refoulés, ont laissé la place aux policiers et aux magistrats. On procède immédiatement à un premier interrogatoire de la matrone, Joséphine Maury. Enfin, madame, que faisiez-vous caché dans cette cave? Je voulais me protéger. C'est elle. C'est cette femme qui m'a attaqué. Enfin, c'est elle la victime. C'est elle qui est morte. Elle s'est suicidée, monsieur. Elle s'est pendue après m'avoir agressé. Elle s'est tuée par honte de son geste pour éviter le scandale. Elle s'est pendue elle-même. C'est ce que vous prétendez? Oui. Mais ça n'a pas de sens. Mais c'est pourtant la vérité. J'étais venu pour voir mon fils. C'est la petite dame qui m'a ouvert. La petite dame, c'est ainsi qu'elle désignera la plupart du temps sa belle-fille Yvette. Je lui ai dit, je viens voir le lieutenant Maury. Elle m'a répondu, il est déjà parti pour la caserne. J'ai cru qu'elle me mentait. Je suis entré de force. Alors la petite dame s'est mise à me frapper. Je me suis défendu comme j'ai pu et je me suis enfermé dans la cave. Mais, et les cris que l'on a entendus à la fenêtre? Ça, je sais pas. Mais voici une nouvelle arrivée. Un homme en uniforme que le garde du four retient un instant sur le seuil pour le ménager avant le pénible spectacle qui l'attend sur le divan. C'est le lieutenant Maury, le mari de la défunte. On a réussi à le joindre en plein exercice au milieu de ses hommes. On n'a pas osé lui dire toute l'affreuse vérité. Un accident, mon lieutenant. Votre femme. Il faut rentrer. Non. On n'a pas osé lui dire toute la vérité, mais il a compris. Oui, il a compris à voir l'attroupement devant chez lui, les regards compatissants, à entendre les murmures horrifiés qui l'accueillent. Il se précipite. Ma femme. Un hurlement déchirant, il s'est jeté sur le corps qu'il enserre de ses bras. Puis, il se redresse, les rigarets, regarde autour de lui, semblant chercher quelqu'un et dit « Ma mère ?» C'est un témoignage terrible. Une accusation tellement directe que ces mots, prononcés par quelqu'un qui est au cœur de la situation et à qui l'on n'a encore rien dit. Oui, une accusation directe et pourtant, confrontée jusqu'au soir avec son fils qui la supplie de dire la vérité, Joséphine Maury va maintenir son invraisemblable version de la dispute suivie du suicide. Mais, lorsqu'elle est invitée par le commissaire à monter dans le fourgon cellulaire, elle s'inquiète. « Et où me conduisez-vous? À l'os? À la prison? » « Ah non! Non, pas à la prison. Si je parle. Me laissera-t-on rentrer chez moi? Nous verrons. » Alors est laissée une autre version. La dispute, une bousculade, la petite dame tombe en arrière, la tête sur une voiture d'enfant, elle saigne, je m'affole.
J'ai essayé de camoufler cela en suicide. Mais ensuite, par bribes, on apprendra la triste, la tragique, la stupide histoire. Près de Douai, à Saint-le-Noble, les Moris tiennent un salon de coiffure sur la Grand Place. Joséphine mène son faible mari et son fils à la baguette. Elle est une femme honorable, Joséphine. Elle a une position dans la vie, et elle le fait sentir. De son fils Albert, elle fera quelqu'un. Je ne le donnerai qu'à une fille richement notée, proclame Joséphine derrière sa caisse, menton en avant. Un peu vite dit, car le jeune homme va travailler à Rouen, où il rencontre Yvette Godefroy. Yvette n'a pas de dot. Yvette n'a rien que ses 20 ans, sa blondeur adorable et son amour pour Albert, et puis aussi bientôt autre chose. Un lien bien plus précis entre eux. Je dois épouser Yvette, mère. Nous nous aimons, et elle attend un enfant de moi. Jamais. Tu m'entends? Jamais tu n'épouseras cette fille de rien. Elle n'a qu'à se débrouiller avec son enfant. Joséphine oublie un peu vite dans quelles conditions elle a conçu ce fils auquel elle fait la morale. Elle oublie, comme elle a eu de la chance de rencontrer le coiffeur Jules Maury qui a accepté de reconnaître cet enfant qui n'était pas de lui. Elle oublie, mais elle est une femme irréprochable, Joséphine. Albert pourrait se marier sans son consentement, bon fils. Il préfère attendre un changement chez sa terrible maman. Mais celle-ci ne connaît pas Yvette et refuse de la connaître. Pour autant, elle ne va pas tarder à commencer les persécutions contre le jeune couple. Elle va faire appel pour cela à un autre brillant exemplaire de l'humanité, le détective Achille Vallée. Cet individu rougeau, éternellement satisfait de sa personne, pratique deux fronts, deux métiers, le maquignonnage et la police privée. Contre une somme qu'il estime raisonnable, il va soi-disant prendre des renseignements sur Yvette, pour quelques racontars de café, dont le détective ne nomme même pas les auteurs. La jeune femme devient bientôt une ancienne fille de mauvaise vie. Joséphine est satisfaite, elle envoie le rapport à son fils, suivi d'ailleurs de quelques lettres aux termes orduriers et de visites tonitruantes à la famille d'Yvette. Albert prend alors la décision de quitter Rouen, sa situation, et d'aller s'installer à Lambersart-la-Jolie avec sa compagne et la petite Nicole qui est née entre-temps. De plus, Yvette va être à nouveau maman et Albert décide de l'épouser. Voici donc Monsieur et Madame Maury dans leur maison. Albert a passé brillamment un concours dans l'armée. Il est lieutenant. Et c'est là que sa mère le retrouve et ose aller demander à ses chefs d'exiger de lui qu'il se sépare de cette femme. Ce ne peut être qu'une espionne, glapit Joséphine, au nez du colonel. Son intervention grotesque n'ayant aucune suite, elle passe alors à l'action. Le 7 juillet au matin, Yvette ouvre la porte. En face d'elle se tient une femme qu'elle ne connaît pas. Une femme qui lève la main et la frappe au visage avec l'objet lourd. Yvette crie et son mari surgit à temps pour retenir le bras de Joséphine qui s'abattait à nouveau, armé d'un lourd bouchon de radiateur d'automobile. Albert Maury étouffe le scandale, renvoie sa mère à son salon de coiffure, mais le 28 juillet, revoici belle maman Joséphine à Lambersart-la-Jolie. Elle rôde très tôt, le matin, rue Paul Doumer. La porte du numéro 11 s'ouvre une première fois. Le lieutenant va prendre son service. Sur le seuil, il se penche vers l'intérieur. Le voilà qui embrasse cette femme, songe aigrement Joséphine. Un peu avant 8 heures, une autre silhouette sort rapidement. C'est la petite dame qui va faire ses courses. Alors Joséphine propulse avec agilité ses rondeurs vers la porte de derrière qui reste toujours ouverte. Yvette revient bientôt, les bras chargés de provisions. Au coin du couloir, voici Joséphine qui surgit. Elle tient la manivelle du store à la main. La manivelle s'abat une fois, 2 fois sur la tête, sur le visage. La jeune femme se précipite à la fenêtre, au secours! Le visage ensanglanté disparaît aussitôt de la croisée. Joséphine
tire sa victime en arrière par les cheveux. Elle frappe encore, s'acharne sur la figure. La jeune femme est par terre. Joséphine l'écrase de sa masse et l'étrangle de ses grosses mains. Cela dure 3, 4 minutes. Elle est morte, songe la matrone. Alors elle avise un ruban noir sur une chaise. Atroce détail, c'est de la ganse pour pantalon d'officier, de la ganse pour le pantalon de son fils, le mari de la jeune femme étendue par terre. Belle-maman Joséphine saisit la ganse, la noue, et s'en sert pour pendre dérisoirement Yvette à la poignée de la porte de la cuisine. Un bruit. Des voix. Les voisins sont à la porte d'entrée. Belle-maman Joséphine, comme un gros animal tremblant, va se terrer sur les premières marches, où on la retrouvera serrant son sac contre sa poitrine. Voilà. Joséphine Maury, huée par la foule, a été condamnée à mort. Mais en France, on ne guillotine plus les femmes. Alors si dans l'autobus, une grosse dame vous écrase de son honorabilité avec le menton levé dans un geste qu'elle juge royal, souhaitez-lui charitablement de ne pas s'appeler Joséphine et de ne pas être belle-maman. Laissez-moi vous raconter aujourd'hui l'histoire de Germaine Huot, dite Germaine d'Anglemont. Une histoire qui a l'air extraite d'un roman feuilleton et qui pourtant est vraie, puisque cette femme a existé et a comparu en mars 1934 devant les jurés de la cour d'assises. Je viens de parler de roman feuilleton, et c'est précisément à un romancier que Germaine Huot doit ce nom de d'Anglemont. Peut-être d'ailleurs cette femme ne fut-elle, n'exista-t-elle, que pour devenir le personnage créé par un écrivain qu'elle rencontra, et peut-être ce geste qu'elle a fait, ce crime qu'elle a commis, n'est-il que la conséquence d'une vie qui commençait comme un roman, devait, inéluctablement, se terminer comme dans un livre. Polisseuse sur métaux. Oui, Amanda Virginie Huot était polisseuse sur métaux et elle s'était établie pour pratiquer ce rude métier d'artisan au numéro 10 de la rue du Pont-aux-Choux à Paris. Son métier, astreignant et dur, n'empêchait pas la jeune femme d'être jolie et elle fut remarquée par un gros négociant en cuivre du boulevard de Belleville qui lui confiait du travail et qui lui demanda bientôt de devenir sa maîtresse. De cette liaison secrète naquit celle qui nous intéresse aujourd'hui, Germaine, qui porta le nom de sa mère, ayant été déclarée de père inconnu. Germaine fut confiée à une institution religieuse dès sa naissance et n'en sortit qu'à sa 13e année. Quittant l'univers feutré et vertueux des bonnes sœurs, Germaine Huot se retrouva dans le monde âpre du populaire quartier du Temple. Pour ceux qui connaissent le Paris de cette époque, le nom du Temple va évoquer des cours pavées, des passages, des réduits obscurs sous des escaliers plusieurs fois centenaires. C'est là que Germaine, laissée à elle-même, vint parfaire son éducation. Son domaine s'étendait jusqu'à l'église Saint-Méry, autour de laquelle subsistait encore, il y a quelques mois, avant que les bulldozers ne passent, un entassement de maisons délabrées, de coupe-gorge, la cour des miracles, en quelque sorte, du plateau Beaubourg. Le quartier commençait à vivre dès que le jour déclinait. Alors sortaient des cours et des hôtels minables, tout un peuple de prostituées de souteneurs, de hors-la-loi, d'apaches, de tricards. On se retrouvait dans des bars aux vitres peintes, d'où s'échappaient, quand une porte s'ouvrait, des notes d'accordéon, des cris de querelle et l'odeur des mauvais vins. Dans les arrière-salles, on taquinait les brèmes, c'est-à-dire, si l'argot ne vous est pas familier, que l'on jouait aux cartes. Ces parties se déroulaient comme la chose la plus importante au monde, avec le couteau, le surin, planté sous la table, prêt
à toute éventualité. Ce fut le quartier de Casque d'Or, ce fut aussi celui de Nini. Nini, c'était à cette époque le surnom de la petite Germaine, qui promenait avec effronterie son ravissant visage et sa taille cambrée, au milieu de tous ces mauvais garçons qui furent les premiers compagnons de sa vie. Nini fréquentait à 15 ans le bal des Gravilliers et les musettes de la rue des Vertus qui porte si mal son nom. Elle tournait à l'envers des Javacanailles dans les guinches de la Grande Truanderie et des Étuves Saint-Martin, toutes ces rues au nom poétique dans lesquelles il valait mieux ne pas s'aventurer si l'on était bourgeois. Nini, qui se sentait bien dans les bras des mauvais garçons, ne couchait plus souvent chez sa mère, qui s'en souciait d'ailleurs comme d'une guigne, et elle finit par louer une chambre au dernier étage d'un hôtel borgne, et, comme elle n'avait à elle qu'une seule chose, ses charmes, elle les vendit bientôt pour vivre. Elle avait 17 ans. Nini exerçait son industrie sur les trottoirs de la rue Brisemiche, la bien nommée, mais quelquefois ses compagnes la trouvaient blottie dans un porche en train de pleurer. Elle s'approchait d'elle pour connaître la raison de son chagrin, pensant à un homme qui l'aurait battue ou quittée. Mais ce n'étaient pas les hommes qui faisaient pleurer Nini. Entre deux sanglots, elle montrait un livre. Un livre signé Pierre de Courcelles. Elle connaissait par cœur les livres de cet auteur, dont les titres vous feront comprendre le genre littéraire. Par exemple, Les deux gosses, L'abbé Constantin ou encore La buveuse de larmes. Oui, de son séjour chez les bonnes sœurs de Saint-Germain, Germaine Huot, dite Nini, avait gardé le goût de la lecture et avait dévoré tous les feuilletons fleuves qu'elle avait pu trouver. Aussi, quelle ne fut pas sa joie lorsqu'elle put rencontrer son auteur préféré, Pierre de Courcelles, qui venait se documenter sur le milieu parisien. Elle le guida partout, lui fit tout connaître des secrets de la pègre qu'elle côtoyait depuis son plus jeune âge. Et le romancier, impressionné par sa beauté et son caractère, fit de Nini le personnage d'un de ses romans. Seulement, comme il trouva que Nini était un peu commun, il lui garda son prénom, Germaine, et d'un coup de plume, il en fit Germaine d'Anglemont. Et quand elle eut terminé la lecture du livre, de son livre, Germaine ne fut plus la même. Ainsi la trouvait-on en train de pleurer au creux des portes cochères de la rue Brisemiche, car elle se voyait d'un côté ce qu'elle était, Nini du pavé, Nini du ruisseau, Nini des hôtels nauséabonds, et de l'autre, elle entreapercevait ce qu'elle pourrait être, Germaine d'Anglemont. Alors, un jour, elle disparut. On ne la vit plus jamais, entre les Halles et l'église Saint-Méry. Mais des noceurs surpris, qui avaient fréquenté ce pauvre quartier, purent reconnaître plus tard, au bras d'un ministre, Nini Huot, devenue pour tous et pour toujours, mademoiselle Germaine d'Anglemont, la reine des nuits de la politique internationale. Germaine Huot, dite Nini, se donna donc pour mission, ayant définitivement rompu avec la prostitution de trottoir, se donna pour mission de devenir vraiment et pour tous et pour toujours cette Germaine d'Anglemont qu'un écrivain rencontré par hasard avait fait d'elle dans un roman. Presque sans transition, elle passa du lit au cadre de fer, au drap rugueux et à l'édredon fleuri de son hôtel des Halles, à une alcôve capitonnée du rez-de-chaussée d'un quartier chic, où un richissime industriel hollandais l'a mis, comme l'on disait, dans ses meubles. Très vite, l'éducation reçue chez les bonnes sœurs lui ayant sûrement fourni d'excellentes bases, Germaine oublia le rire aguicheur et gavroche de Nini pour prodiguer aux messieurs qu'elle recevait le sourire distingué de mademoiselle d'Anglemont. Les jupes de la fille et les fausses perles ne furent même plus un souvenir quand elle sortait dans le monde, parée de fabuleux diamants et environnée du parfum le plus coûteux, les yeux pétillants, émergeant d'un renard argenté, relevé haut sur le visage. Elle eut au fait d'abandonner son marchand de tulipes hollandais pour un ministre, puis pour un prince. On la vit au bras du fameux Roland Garros pendant près de 2 ans. Pas une plage à la mode, un casino en renom, pas une ville d'eau pour milliardaires, qui ne la vit passer dans l'une de ses longues automobiles.
Reine du tout Paris, Germaine d'Anglemont crut bien devenir reine, tout court. Le duc François-Joseph de Bavière, dès sa première rencontre avec celle qui paraissait maintenant une grande dame, en tomba éperdument amoureux et pendant 2 ans, ils voyagèrent en Europe et en Afrique. Elle sut ne pas le lasser et lui plaire tant qu'il la demanda en mariage. Reine, Nini de la rue Brisemiche, la petite Germaine Huot, allait devenir reine. Mais les services officiels veillaient, et les choses se gâtèrent quand elle dut fournir les preuves de ses origines à particules. Il semble bien qu'elle tenta de se fabriquer une généalogie, mais de toute manière le duc la quitta au moment de monter sur le trône, car on la voyait trop mener joyeuse vie en compagnie de quelques barons et comtes polonais. Germaine d'Anglemont s'arrêta donc sur les premières marches du trône, mais reprit sans trop de peine sa vie d'aventurière, car elle était plus belle que jamais, et plus recherchée encore pour avoir failli épouser une tête couronnée. Un ambassadeur se ruina pour lui acheter un hôtel particulier près du bois de Boulogne. Lorsque la guerre de 14 survint, Germaine d'Anglemont partit 2 ans au Mexique, et quand elle revint, ce fut, pour en bonne patriote, rendre service au 2e bureau. Des services plutôt discrets qu'elle rendait depuis son boudoir, où des personnalités internationales trouvaient peut-être plus de facilité à faire des confidences que dans la froideur d'un bureau. Elle voyagea beaucoup, elle fut même l'une des rescapées du navire le Sussex, torbillé par un sous-marin allemand. La guerre terminée, Germaine reprit du service à son compte, entre les champs de course, au bras de l'Agacan, et un petit château qu'elle acheta à Bougival. Sénateurs et ministres, consuls et députés, président, pas un, qui ne voulut avoir l'honneur d'être vu au moins une fois avec mademoiselle d'Anglemont, avoir le plaisir de la voir sourire discrètement en recevant un diadème d'un demi-million ou un diamant de 18 carats. C'est à cette époque que le député des Vosges lui présenta un certain Jean Causeret, un homme promis à une brillante carrière. M. Causeret plut beaucoup à Germaine d'Anglemont, mais le député en devint tellement jaloux qu'un jour les 2 hommes se battirent chez leur maîtresse commune. C'est elle qui appela la femme de ménage à la rescousse. À la suite de cette scène pénible, elle rompit avec M. Causeret et aussi avec son député, qui resta néanmoins un excellent ami. Ce n'est que 12 ans, oui, 12 ans plus tard, apprenant par les journaux qu'il avait été promu commandeur de la Légion d'honneur, qu'elle se souvint de M. Causeret et lui envoya ses félicitations. Charmé de cette attention, il vint en visite chez elle dès son premier passage à Paris. Ce qui se passa lors de ces retrouvailles, nous ne le savons pas, mais les amis chez qui descendait le préfet Causeret habituellement l'attendirent en vain jusqu'à l'eau. À dater de ce jour, à chacun de ses voyages vers la capitale, Germaine d'Anglemont voyait arriver son préfet, son Jean, comme elle l'appelait. Et il faut penser que leur liaison ne fut point exempte de sentiments véritables. Les lettres qui sont restées de cette aventure témoignent d'une réelle tendresse entre Germaine et Jean. Il aimait à retrouver le confort de la garçonnière au-dessus du parc Monceau, où ils étaient vraiment chez eux pendant les trop courts séjours du préfet. Elle savait, ayant été la nuit une maîtresse experte, se montrer le jour tendre et maternelle, et le réconforter après les dures discussions et les longues conférences, où de ministère en ministère, il allait essayer d'arracher quelques crédits, quelques appuis pour les Bouches-du-Rhône, son département. Là, il retrouvait une atmosphère bourgeoise, un intérieur, une tranquillité. Rien de commun avec ce que l'on pourrait supposer de la garçonnière d'une cocotte parisienne. Non, Germaine d'Anglemont avait su reconstituer un décor où elle savait que cet homme calme aimerait se retrouver. Le plus souvent, ils prenaient tous les deux leur repas en tête-à-tête, en causant agréablement. Et puis, il se mettait à son bureau, elle lui sortait ses dossiers, qu'elle rangeait soigneusement dans sa commode. Un fort joli meuble d'ailleurs, où il savait qu'elle prenait soin de lui mettre en ordre ses affaires, ses papiers, ses chemises, entre lesquelles elle glissait toujours un peu de lavande, sa marque préférée de cigarettes, et quelques livres de chevet. Sur cette commode, un seul détail curieux. Un Bouddha, en extase, une grosse statue de bronze et d'or, autour de laquelle étaient rangés en faisceau 3 gros Bronwyn, de redoutables pistolets automatiques, des armes
véritablement impressionnante. Car voyez-vous, Germaine d'Anglemont avait un mauvais souvenir. De nombreuses années auparavant, une nuit, elle avait vu la porte de sa chambre, où elle dormait seule, s'ouvrir sous une brusque poussée. 4 hommes y pénétrèrent, accompagnés d'une femme de chambre qu'elle venait de renvoyer et qui avait gardé les clés de la maison. Les 4 hommes se jetèrent sur elle, la violentèrent, alors que leurs complices, retournant les tiroirs et fracturant les coffrets, emportaient tout ce qu'il pouvait y avoir de précieux. Germaine d'Anglemont en était restée traumatisée, et plus jamais elle ne s'endormit seule, sans une arme, chargée, auprès d'elle. Même elle s'entraînait dans un stand de tir, où elle prit goût à ce sport qui demande des nerfs d'acier, et elle venait presque chaque semaine respirer l'odeur de la poudre et manipuler de lourdes armes en compagnie de policiers ou d'officiers de ses amis. L'armurier du rond-point des Champs-Élysées, dont le sous-sol abrite encore ce stand de tir, rapporte l'admiration qu'elle soulevait chez tous ses compagnons, car son habileté était remarquable ainsi que sa maîtrise. Mais, quand elle quittait sa tenue sportive, Germaine d'Anglemont savait toujours retrouver la grâce et la joliesse d'une courtisane du grand monde. Seulement voilà, l'âge venait. Quand je dis l'âge, je m'entends. Une femme de 45 ans aujourd'hui est une femme jeune, mais notre histoire se passe autour des années 30, et la femme dont je parle est une courtisane. Autour des années 30, une courtisane de 45 ans, c'est une femme sur le déclin. Aussi, petit à petit, constate-t-elle que ses richissimes admirateurs se font moins nombreux, moins empressés, et donc moins généreux. Un seul ne l'a jamais déçu. C'est Jean Causeray, son Jean, le préfet des Bouches-du-Rhône. Il est là, à chaque fois que c'est possible, fidèle et régulier dans son affection, mais il n'est pas très riche. C'est donc d'une autre manière qu'elle va tenter d'utiliser cette relation. Elle va intercéder auprès de lui pour permettre à une importante société plâtrière de Paris d'être autorisée à édifier sur la baie de Cassis une formidable usine de ciment. Déjà. Elle réussit cette délicate manœuvre, mais elle a la surprise et le dépit de ne pas se voir proposer 1 centime pour ses bons offices. Ulcérée, ayant un grand besoin d'argent pour maintenir son train de vie, elle demande à son amant d'intervenir à nouveau, et cette fois aussi discrètement que possible, afin que la somme à laquelle elle pensait avoir droit sur cette affaire lui fût versée. Mais la réaction du préfet n'est pas du tout celle qu'elle attend. Il se montre plutôt réticent, remet de jour en jour son intervention, et il semble même à Germaine que l'annulation qu'il fait d'un déplacement à Paris n'est pas étranger à tout cela et qu'il essaye, comme l'on dit, de se défiler. C'est elle qui descend sur la côte, et là, dans la plus belle chambre du plus grand hôtel de Marseille, elle lui fait une scène épouvantable, à l'issue de laquelle elle avale devant lui un plein flacon de cachet d'un narcotique puissant. Pour étouffer les conséquences de ce faux suicide théâtral et les ragots qui auraient pu s'en suivre dans la région, le malheureux préfet n'eut pas trop de toute son influence. Heureusement, il avait de vrais amis et l'affaire, disons, fut rapidement close. Mais c'est vraisemblablement à partir de ce moment-là qu'elle commença à faire suivre Jean Causeray. Chantage possible? Oui, pensait-elle vraiment. Avait-elle plutôt le sentiment que son amant avait une autre femme secrète dans sa vie? Nul ne put jamais le dire. Le 7 mars, le préfet Causeray s'éveilla vers 9 heures dans l'appartement du parc Monceau, et il eut la surprise de ne pas trouver Germaine auprès de lui. Mademoiselle d'Anglemont arpentait nerveusement une autre pièce de l'appartement et avait l'air tout à fait mécontente. « Où vas-tu aujourd'hui ?»« Mais au ministère de l'Intérieur, ma bonne Germaine. Je rentrerai pour déjeuner. » Pendant que le préfet s'habille, Germaine d'Anglemont réfléchit. De fort bonne heure ce matin, c'est un coup de téléphone anonyme qui l'a réveillée et qui prétendait lui faire des révélations sur l'emploi du temps réel de son amant pour la journée qui s'annonçait. Germaine d'Anglemont hésite encore un instant, puis décroche le téléphone et appelle Madame Agapi. Ah. Madame Agapi, c'est une femme aux activités curieuses, qui tient une sorte d'agence de détective privé dont la principale clientèle est constituée de demi-mondaines
qui veulent faire suivre leurs riches amants, ou au contraire de ces messieurs qui désirent faire suivre leur maîtresse pour savoir qui sont les autres, ceux avec qui ils partagent les faveurs de ces frivoles jeunes femmes. Madame Agapi n'enquête pas elle-même et son agence n'est en réalité qu'un numéro de téléphone. Dès que Germaine d'Anglemont a raccroché, l'agence, entre guillemets, fait simplement intervenir une dame, une fileuse, qui travaille à son propre compte et qui se charge du peu reluisant travail consistant à épier une personne sans méfiance et à fournir des renseignements qui serviront en général à lui nuire. La fileuse en question était déjà installée derrière les glaces d'un taxi devant la porte lorsque le préfet sortit de l'appartement du parc Monceau. La filature amena le préfet et son ange gardien jusqu'au grand magasin proche de la gare Saint-Lazare et précisément au comptoir des porcelaines japonaises. Là, le préfet rencontra une jeune femme à l'allure agréable qui flânait devant le rayon et avec qui il entra en conversation comme s'il la connaissait bien. Il acheta 2 objets orientaux, puis se dirigea en compagnie de la jeune femme vers les ascenseurs. C'est là que leur chien de garde, séparé d'eux par la foule, les perdit de vue. 5 minutes plus tard, Germaine d'Anglemont recevait un coup de téléphone au cours duquel elle comprit que son Jean avait disparu bras dessous avec une jeune femme qu'il avait rencontrée au grand magasin alors qu'il prétendait être au ministère de l'Intérieur. Une rage froide saisit la demi-mondaine. Sa femme de chambre s'inquiéta de la voir d'un coup aussi pâle. Et Germaine dit simplement « Jean se fiche de moi, c'est un menteur. Il va encore mentir tout à l'heure, on va bien rigoler. » Il s'avéra plus tard que la jeune femme des grands magasins était simplement la veuve d'un ami du préfet, qu'elle était là par hasard, que le préfet avait acheté ses objets pour les rapporter chez lui, car il aimait les chinoiseries. Il s'avéra aussi qu'il ne s'était pas éclipsé, mais que la dame détective avait fait une faute et avait perdu leur piste. Il s'avéra enfin que le préfet était sûrement passé au ministère de l'Intérieur, car son rendez-vous devait être en fin de matinée. Mais de tout cela, Germaine d'Anglemont ne sut rien. À 12h30, Jean Causeray rentra chez sa maîtresse et lui annonça joyeusement « Je suis libre cet après-midi et demain. »« Ah, tu es libre. Et d'où viens-tu maintenant ?»« Mais du ministère de l'Intérieur, ma bonne amie. »« Menteur. On t'a suivi. Tu es au grand magasin et avec une femme. »« Oh, tu veux parler de ces courses que j'ai faites, mais c'est ma femme qui m'a demandé. »« Oh, et puis non, écoute, c'est trop bête. Mais ma parole, tu me fais une scène de jalousie. Allez, je vais me raser et je vais prendre mon bain. » Il enlève son veston, son gilet, et quand il se retourne, Germaine pointe sur lui le redoutable Broadwing. Elle le pointe avec l'assurance d'une femme habituée aux armes. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elle prétendit à son procès qu'elle le menaça simplement en disant « Si tu me mens encore, je saurai servir de cela. » Et elle ajouta que le coup était parti accidentellement. L'accusation se basa sur les constatations du docteur Paul, médecin légiste, qui démontra que le projectile, étant entré au niveau de l'aisselle droite pour ressortir sous l'aisselle gauche, il fallait que le préfet eût les 2 bras levés au moment du coup de feu. Germaine d'Anglemont avait-elle voulu humilier son amant en lui faisant lever les mains sous la menace? Cela ne veut toujours pas dire qu'elle est appuyée volontairement sur la gâchette. Et puis, nous avons essayé de reconstituer la scène. Grégory Frank, qui est plus petit que moi, comme Germaine était plus petite que le préfet, a tendu le pistolet à bout de bras pendant que je faisais semblant de détacher le col de ma chemise. Mes bras étaient suffisamment levés pour permettre le même impact que celui qui a tué le préfet. J'ai essayé aussi de me retourner brusquement pour repousser avec la main l'arme pointée comme si j'avais peur. Dans le mouvement, mon bras gauche a suivi aussi, et il aurait été levé à l'horizontale au moment de l'arrivée de la balle. Le préfet Causeray s'est écroulé dans le salon de Germaine d'Anglemont. Il a agonisé longtemps, et il est mort entre les bras des 2 médecins, amis de sa maîtresse, qui avaient été prévenus presque aussitôt. La police ne fut sur place que quelques heures plus tard.
Elle avait été précédée de tant de députés, venus là à titre privé, que tout relevé d'empreintes fut impossible. Le cadavre lui-même avait été changé de place. Et Germaine d'Anglemont maintint pendant tout son procès la thèse de l'accident. Elle fut condamnée à 2 ans de prison. Voyez-vous, chers amis, Grégory, qui est grand amateur d'armes à feu, m'a montré le même Bronwyn que celui qui avait servi à Germaine d'Anglemont. Il possède 3 sécurités. Alors, comment les 3 sécurités de cette arme ont-elles pu se trouver enlevées par hasard? Elle s'appelait Yvette, il s'appelait Bernard. On pourrait chanter sur un air de valse tranquille les amours des 2 personnages dont il va être question aujourd'hui. Il s'appelait Bernard, elle s'appelait Yvette. Et cela n'aurait pu être qu'une liaison, un adultère de plus, au firmament abondamment étoilé des amours extra-conjugaux. Bernard était marié à Ginette, et Yvette avait épousé René. Si l'on avait interverti les partenaires, si Bernard et Yvette avaient été unis, René aurait peut-être rencontré Ginette. Cela aurait fait aussi 2 ménages, mais il y aurait peut-être aujourd'hui 2 cadavres de moins sur la terre et 2 prisonniers de moins derrière les barreaux. Cela aurait fait un sujet de conversation de moins également à Bourganeuf, dans la Creuse. Car la liaison tumultueuse de Bernard et d'Yvette se termina par 2 cadavres et un retentissant procès devant les assises de Limoges. Un procès dont vous vous souvenez peut-être, puisqu'il se déroula en juin 1972. Cela ne vous dit rien? Alors peut-être avez-vous vu un film intitulé Les Noces Rouges, avec Michel Piccoli et Stéphane Audran? Eh bien, chers amis, Michel Piccoli était Bernard et Stéphane Audran Yvette. Car ces Noces Rouges, c'est l'histoire, embellie par le talent de Claude Chabrol, des amants de Bourganeuf. Aujourd'hui, Grégory Franck nous en propose le récit véritable. La voiture, une Ford Taunus, avait basculé par l'avant dans le fossé. Elle était tournée vers le ruisseau. Elle avait tous ses feux allumés. Monsieur Grandeau, chauffeur routier, arrêta brutalement son véhicule et se précipita. C'est alors qu'il aperçut une femme gisant à 10 mètres de là. Monsieur Grandeau courut vers la femme. Dès qu'il fut près d'elle, il put voir qu'elle avait du sang sur le front. Il se pencha, et la femme s'accrocha à lui en hurlant « J'ai peur, ne me laissez pas !» Jugeant instantanément que l'état de la femme n'était pas désespéré, le sauveteur se dégage, bien qu'elle essaie de le retenir farouchement, et retourne vers la voiture accidentée. Par la vitre, il aperçoit la silhouette d'un homme affaissé sur le siège avant, mais son attention est tout de suite attirée par de la fumée qui sort de sous la voiture. Monsieur Grandeau éteint donc ce commencement d'incendie, ou du moins le croit-il, car au moment où il essaie vainement d'ouvrir la portière pour dégager l'homme à l'intérieur, une gerbe de flammes jaillit et la voiture tout entière s'embrase. C'est alors qu'arrive sur les lieux un second témoin, monsieur Rivière. Il s'approche lui aussi prudemment et voit le pare-brise éclater. Au milieu de la fumée plus épaisse et des flammes, les 2 hommes constatent avec horreur qu'un bras humain est passé dans le pare-brise et repose sur le capot. Courageusement, M. Rivière tente de tirer ce bras à lui, mais il doit se reculer précipitamment car la chaleur est devenue soudain intenable. C'est trop tard. Pendant que la voiture se consume, on alerte la gendarmerie. Dès qu'elle est sur place, elle commence les constatations d'usage et cherche sur la chaussée des traces de dérapage. Rien de ce genre ne peut être relevé, cependant les gendarmes ne s'en étonnent pas trop puisqu'il a plu à torrent et que la voiture a pu faire une glissade vers le fossé sans laisser apparemment de gomme sur la chaussée.
On a emporté vers l'hôpital la malheureuse femme qui vient de perdre son mari dans cet accident et qui, par miracle, a été éjectée, échappant ainsi d'abord à un choc fatal, ensuite au terrible incendie qui ne lui aurait laissé aucune chance. Quand ils furent certains qu'elle était à peu près remise du choc, les gendarmes se rendirent au chevet de la rescapée et parvinrent à recueillir sa déposition entre deux sanglots. On lui présenta des condoléances et l'on classa l'affaire. Mais l'opinion publique, elle, ne classa rien du tout. C'est que les Bourgagnots avaient leur opinion et flairaient là-dessous quelque chose de pas très catholique. Ils voyaient même, dans la disparition de cet homme dans un accident de la route, un de ceux que l'on appelle accidents stupides, ils voyaient, les habitants de Bourganeuf, une coïncidence un peu curieuse. Mais pour comprendre, il faut que vous connaissiez l'affaire depuis le début, c'est-à-dire non pas en l'apprenant ponctuellement au moment de cet accident, comme les gendarmes, lors de leur rapide enquête. Non, chers amis, pour savoir ce que pouvait penser l'opinion publique de Bourganeuf, il vous faut prendre l'affaire quelques années auparavant, ainsi qu'ont pu la connaître et la commenter ceux qui l'ont vu se dérouler. Et ils sont nombreux, ceux-là, et ils en ont à dire, car il n'est pas grand-chose de la vie privée des gens qui ne transparaissent un jour ou l'autre dans une ville comme Bourganeuf. Il existe, semble-t-il, issu de je ne sais quelle tradition, de je ne sais quel savoir-vivre, une norme pour toutes les choses de la vie. Il y a une manière de se tenir quand on sort, une manière de s'habiller, une manière de parler ou de ne pas parler à telle ou telle occasion, et dans nombre de villes repliées sur elles-mêmes, où l'on passe son temps à s'observer, le moindre manquement à cette norme, la moindre variation entre l'attitude que vous avez et celle que vous devriez avoir, tout cela donne instantanément lieu à une interprétation. Et le plus fort, c'est qu'avec un peu d'habitude, les observateurs finissent par se tromper assez rarement. À Bourganeuf, on connaissait Yvette, fille de cultivateur, quatrième d'une famille de 5 enfants. Yvette avait aidé ses parents à exploiter leur petite ferme, et elle était restée au milieu des champs jusqu'au-delà de ses 20 ans. Mais une petite exploitation avec très peu de terre, cela ne rend pas, c'est trop dur à tenir pour vous permettre de vivre à peine. La famille d'Yvette vient en ville, et la ville, c'est Bourganeuf. Là, les emplois ne sont pas abondants pour une fille qui n'a pas de diplôme, pas de spécialité, aucune formation, que le travail des champs. Yvette trouve une place au collège d'enseignement technique, elle devient aide cuisinière. Mais au milieu des gros fétous et de la vaisselle épaisse de la cantine, Yvette rêvait. Elle avait ce qu'il est convenu d'appeler une nature ardente. Elle n'était pas particulièrement jolie. Un journaliste la décrivit plus tard comme ressemblant au portrait que l'on a de François Ier par le peintre Clouet. C'est le même nez long et fort, descendant sur la lèvre supérieure, il lui manque cette pointe de malice dans l'œil et la sensualité de la bouche. Cependant, si cette sensualité ne transparaît pas, elle est bien présente et vécue ardemment par Yvette, qui a de nombreuses liaisons, dont une, dit-on, avec un haut fonctionnaire. De l'une de ces aventures naquit un fils, qu'Yvette commença à élever seule. Et je vous prie de croire que ce n'est pas toujours facile d'être fille-mère dans une ville de province. René, lui, s'était marié une première fois, il s'était sorti tant bien que mal de ce divorce, et depuis, comme le disait l'un de ses proches, il refaisait le garçon. René était connu partout comme un excellent garçon, le meilleur garçon du monde même. Il est rare de recueillir sur un homme autant de témoignages de bonté que sur celui-là. Fils de plombier, René avait choisi de lui-même le travail de la mine pour ne pas être à la charge de ses parents et être un peu indépendant. Il aurait bien pu prendre à son tour une boutique, ouvrir un commerce et vivre plutôt bien, mais une boutique sans une femme pour l'aider, lui tenir compagnie après les longues journées, à quoi cela servirait-il? Et puis, disons-le tout net, René était peut-être un homme bon, mais il était un peu mou et manquait considérablement d'esprit d'entreprise. Alors, il travaillait, et puis il sortait, il faisait le garçon. Et c'est au bal, un soir, qu'il rencontra Yvette. Elle était, comme je vous l'ai dit, fille-mère, et pas particulièrement jolie. Mais René voulait une épouse, et Yvette possédait, à ce que l'on dit, de ces qualités cachées qui font qu'un homme puisse désirer l'avoir pour lui tout seul. C'est ce qui arriva, et il épousa Yvette en 1956. Il était bien loin de se douter, René,
qu'il finirait, une nuit de pluie torrentielle, dans une voiture en flammes, au fond d'un fossé. Qu'il finirait ainsi parce qu'il était trop gentil, trop bon, qu'il aimait trop cette femme qu'il venait de faire sienne. René avait donc épousé Yvette en 1956, et il trouvait sa femme tout simplement merveilleuse. Il rayonnait de bonheur et partout faisait l'éloge de son épouse. Mais Yvette, très vite, ne partagea pas ce bonheur. Elle rêvait toujours, toujours, elle voulait mieux, et ne se faisait décidément pas d'amis autour d'elle. Et pourtant, vous savez peut-être, chers amis, comme il est important d'entretenir de bonnes relations avec tout l'entourage, dans les villes petites ou moyennes, où tout se fait et s'accomplit entre gens qui se connaissent. Elle avait en revanche de l'énergie, de l'ambition et un grand sens de l'organisation. On peut donc dire que René, avec sa gentillesse, toujours prêt à rendre un service ici ou là, et Yvette, âpre au gain, eh bien tous deux se complétèrent fort bien. La preuve, c'est que la boutique de quincaillerie et d'électroménager une fois prise, elle prospéra très vite. L'argent afflua dans la caisse et le ménage eut bientôt une vie aisée avec une télé, 3 voitures. Mais René, s'il était aux petits soins pour sa femme, ne sortait jamais, il ne chassait pas, il n'aimait pas la pêche, il ne pratiquait aucun sport. Ah si, il n'avait qu'une seule passion. Il allait aux champignons et aux pissenlits. Et il était tout content d'y emmener sa femme. Mais ces saines distractions n'étaient pas tout à fait du goût de l'épouse, qui rêvait aux lumières d'Aubusson, de Guéret, de Limoges. Et un rêve n'a pas de limite, pourquoi pas aux lumières des grands magasins de Paris. Cet univers brillant et doré surgit un jour, oui, il surgit un jour dans sa vie, avec le visage de Bernard. Agent commercial de l'EDF à Montluçon, Bernard ne venait pas voir Yvette, mais René, avec qui il était en relation d'affaires. Bernard était bien habillé, Bernard mettait de l'eau de toilette, portait des lunettes légèrement teintées, avec ses costumes genre Cardin, sa sacoche noire simili-cuir, Bernard était un monsieur. La province, il y était par hasard, et il le faisait bien sentir. Bernard avait des succès, mal appréciés des maris de la région. Il aimait l'argent aussi. Quelques-uns osaient rappeler une histoire plus ou moins bien connue de camions brûlés et d'assurances touchées un peu hâtivement, mais rien de certain dans tout cela. Bernard avait épousé Ginette en 1953, et Ginette lui avait donné un enfant. Bernard connaissait donc René, et il connut sa femme, Yvette, et un jour, elle se donna à lui lors d'un voyage à Limoges. Bernard et Yvette se rencontrèrent de plus en plus souvent. D'abord, il venait tous les 15 jours, nous dit un employé de la boutique. Puis, on l'a vu au magasin une fois par semaine, puis 2 fois. Et après, eh bien, cela n'avait plus de cesse. Il était là tous les soirs. Et c'est là que René, le mari trompé, fit une faute, une très grande faute. Une de celles qui devait lui coûter la vie. Il savait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Mais il était trop bon, il était trop mou. Peut-être aimait-il trop sa femme. Peut-être se disait-il, si je lui en fais le reproche, si je lui demande d'arrêter, elle va me quitter, elle voudra divorcer. Alors René ne dit rien. Il continua à recevoir Bernard comme un ami. Il accepta que son couvert fût mis à la table tous les jours. Et une sorte de ménage à 3 s'institua chez le tranquille boutiquier du tranquille chef-lieu de Bourganoff. Les gens du bourg commencèrent à rire, mais René était trop apprécié pour sa gentillesse. Et la ville commença à grogner sourdement, à reprocher plus ou moins ouvertement à Yvette cet état de choses scandaleux. Quant à Bernard, l'autre, comme on disait, il n'avait jamais eu d'amis dans les environs. Et ce n'est pas cela, bien sûr, qui lui en procura. L'aveuglement volontaire de René, ce poids qu'il acceptait de porter dans la vie en attendant que peut-être, un jour, Yvette se lasse de son amant, tout cela ne servit à pas grand-chose. René continuait à promener sa gentillesse en bleu de travail, un mégot au coin des lèvres, pas souvent rasé, et quand on travaille, on sent un peu la sueur. Bernard portait toujours ses costumes de Parisien, ses lunettes fumées, il avait des joues lisses, qui sentaient l'aftershave. René, une fois revenu de ses longues journées laborieuses, dînait en silence, se couchait et s'endormait, en respirant fort. Bernard pouvait se libérer l'après-midi et emmener Yvette en voiture dans les bois environnants, et lui,
Lui n'avait aucun goût pour la recherche des champignons et des pissenlits. Bernard était un amant passionné. Yvette, une femme insatiable. Bernard connaissait un médecin qui lui avait fait une ordonnance pour des produits à base d'hormones dont il abusait peut-être un peu. Et entre Bernard et Yvette, c'était une sorte de délire physique. Alors Yvette continuait à faire des comparaisons entre les deux hommes de sa vie. Et dans sa tête tournait sans arrêt un mot. Divorce. Divorcer, c'était partir. Quitter Bourganeuf en même temps que René, aller vers les Lumières, la grande ville. Bernard, lui, pensait à autre chose, à ce que l'on murmurait en ville. Sa maîtresse était mariée en communauté de biens et toucherait la moitié du fonds de commerce en cas de séparation. Ils prirent conseil, et l'avocat ne leur cacha pas que leurs deux divorces entraîneraient une procédure longue, pénible, coûteuse, car apparemment, le mari de l'une et la femme de l'autre n'avaient pas grand-chose à se reprocher. C'est probablement à cette époque que Bernard commença à songer à une autre solution. D'autant plus que sa maîtresse lui avait révélé que René avait souscrit une assurance sur la vie assez importante. Une assurance qui triplait si la mort survenait par accident. Et dans ce cas, ce serait aussi la totalité du commerce qui reviendrait à la jeune femme. Alors vint le 24 décembre 1969. Ce soir-là, les deux familles s'étaient pour une fois reconstituées. D'un côté, il y avait René avec Yvette, et de l'autre, Bernard avec Ginette. Ginette avait l'humeur maussade, car elle avait été la dernière à apprendre, et très récemment, la liaison de son mari. Une humeur rendue encore plus chagrine par une forte grippe qui lui faisait les jambes un peu molles et la tête lourde. Elle commença à préparer le sapin de Noël pour la petite, et puis l'on se disputa. Bernard tremblait de rage, mais il prépara quand même l'un des nombreux médicaments que prenait sa femme, qui souffrait toujours d'un peu partout, de petits malaises sans importance, mais qui rendent la vie impossible. Ce médicament-là, c'était pour la vésicule. Mais Bernard y ajouta un puissant somnifère, et Ginette ne tarda pas à vaciller et à tituber vers son lit, où elle s'endormit profondément. Alors là, imaginez, chers amis, cette chambre à coucher, des meubles en bois de rose, une chambre bien provinciale, bien bourgeoise. Ginette s'est endormie bien avant l'heure du réveillon de Noël, et de ce sommeil, elle ne se réveillera jamais. Car voici que Bernard, ayant couché leur petite fille, entre dans la chambre et contemple sa femme endormie. Il tient à la main un flacon et du coton. Dans le flacon, il y a de l'éther. Bernard verse l'éther sur le coton, il en confectionne 2 tampons qu'il glisse dans les narines de son épouse. C'est du moins ce qu'en ont conclu bien plus tard les enquêteurs quand Bernard a prétendu à l'instruction que c'était sur l'oreiller qu'il avait versé le liquide. Il a dit aussi que ce n'était pas dans l'intention de tuer son épouse, mais de prolonger son sommeil. Toujours est-il que la malheureuse glissa, sans reprendre conscience, du sommeil à la mort. La grippe, les barbituriques et l'éther avaient fait leur œuvre. Bernard appela un médecin qu'il ne connaissait pas. Après une rapide enquête que le médecin demanda discrètement, on en conclut, chose incroyable, que rien ne s'opposait à la délivrance du permis d'inhumer. Les obsèques eurent lieu, et le surlendemain, on voyait de nouveau Bernard avec Yvette. Pour le réveillon du 31 décembre, René les vit arriver main dans la main, et pour la première fois, la colère éclata. Il s'arma d'une barre de fer, mais c'est sur la voiture de Bernard qu'il frappa. La colère d'un homme faible qui se venge sur un objet. Les deux amants le calmèrent, on passa quand même le réveillon ensemble, et la vie continua tant bien que mal. Triste début pour l'année 1970. Mais dans la tête de Bernard tournaient toujours les 27 millions d'assurances sur la vie, et le prix que l'on peut tirer d'un commerce florissant en plein centre de Bourganeuf. Yvette et son mari passent la journée du 23 février à Brive et reviennent à la nuit. C'est Yvette qui conduit la Tonus, comme à son habitude,
Et par hasard, enfin quand je dis par hasard, je me comprends, un seul des deux phares éclaire la route. Il pleut. Près d'un pont, une silhouette fait un signe. Yvette interroge René d'un mouvement de la tête. Yvette sait que René s'arrête toujours pour prendre les autostoppeurs et les aider à faire un bout de chemin. René est un homme bon. Il dit à sa femme de s'arrêter. Elle freine, dépassant de quelques mètres l'homme au bord de la route. La silhouette est engoncée dans un imperméable, la face mangée par une grosse barbe. Que fait ce barbu sous la pluie près d'un pont, la nuit, sur la route de Brive? L'homme s'approche à grands pas de la voiture et René, qui occupe la place du passager, la place du mort. René ouvre la portière et sort, car la voiture n'a que deux portes et il faut basculer le siège pour donner accès aux places arrière. Et alors il réalise. Cet homme, ce barbu, mais c'est trop tard. Bernard lève une énorme clé à tube en métal et frappe. Il frappe à la tête. Et frappe encore. René s'écroule dans l'herbe mouillée. Bernard sort un revolver et décharge son arme sur le corps de sa victime. Que fait Yvette pendant ce temps? Personne ne le sait exactement, mais je l'imagine assistant à la scène avec quand même le cœur au bord des lèvres, poussant peut-être un cri, ou essayant de retenir le bras de son amant au dernier moment. Mais quand René, le crâne fracassé, le corps transpercé de balles, est immobile dans l'herbe, peut-être, oui peut-être aide-t-elle à le transporter sur le siège avant et à pousser la voiture dans le fossé. Bernard s'empare alors d'un bidon d'essence qui, coïncidence, traînait sous la banquette, et il arrose la voiture, et aussi l'herbe et la terre tout autour. Soudain, un bruit. Deux phares puissants. Un camion. Vite, allonge-toi, crie Bernard. Yvette, qui a du sang sur le front, celui de son mari ou le sien à la suite d'un coup pris dans la lutte, Yvette se laisse tomber à 10 mètres de la voiture au bord du fossé. Elle dira qu'elle a été éjectée. Alors arrive le camionneur qui remarque la fumée sous la voiture. Peut-être les herbes au contact du pot d'échappement. Le sauveteur manie l'extincteur, puis retourne vers Yvette. Alors Bernard, caché derrière un buisson, jette son briquet sur l'essence répandue et se sauve vers sa propre voiture, cachée dans un chemin. Voilà. Voilà l'affaire, chers amis. Comment la connut-on en détail, me direz-vous, puisque les gendarmes classèrent ce banal accident de la route après une rapide déposition d'Yvette? Eh bien, c'est que, quelques jours plus tard, le procureur de Limoges reçut une lettre commençant ainsi. Monsieur, je suis le fils de monsieur René B. qui a péri carbonisé dans un accident de voiture lundi 23 février à 21h30 au lieu dit Saint-Bonnet-Briance. Les causes de cet accident et surtout de l'incendie me paraissant inexplicables, pourriez-vous, monsieur le procureur, faire procéder à une enquête, etc., etc. La lettre était signée de Gérald, le propre fils de René et d'Yvette. On autopsie René, on relève les fractures du crâne, les coups de revolver, on détermine aussi par sa gorge et ses poumons noircis qu'il respirait encore pendant l'incendie. De fil en aiguille, on exhuma Ginette, la femme de Bernard, curieusement morte d'une mauvaise grippe. Elle avait été ensevelie dans la belle robe de chambre neuve offerte par son époux le soir de Noël, le soir de sa mort, et aussi dans un suaire de matière plastique à fermeture éclair. Il paraît que ça se fait. À l'ouverture de ce sac mortuaire, une telle odeur d'éther se dégagea qu'il fut difficile de continuer à douter. La cour d'assises de Limoges condamna Yvette à 10 ans de réclusion criminelle. Bernard fut condamné à mort. Mais à la dernière minute, un juré se leva en déclamant intempestivement qu'il n'était pas d'accord avec la thèse du pot d'échappement mettant le feu aux herbes mouillées. On dut remplacer le juré, vice de forme dans le procès, Bernard se pourvut en cassation. Et les assises de Bordeaux lui reconnurent cette fois. Vous l'avez peut-être remarqué, chers amis, nous abordons rarement, pour ne pas dire jamais,
Le cas des petits malfrats du genre attaque de banque, prise d'otages, révolte dans les prisons, etc. Nous n'abordons pas ce genre de dossier car l'actualité se charge malheureusement de vous en informer. Aujourd'hui pourtant, c'est une histoire de gangster à la mie de pain que je vais vous conter. Elle nous intéresse pour une seule chose. Il y est question du témoignage des prêtres. Ces prêtres qui parcourent les prisons. Un jour de septembre 1958 à Marseille, cette ville que l'on a tendance à considérer comme la capitale des truands, un jour de 1958, M. Van Mal sort de sa bijouterie en titubant. D'une main, il tente vainement de retenir un jeune voyou d'une vingtaine d'années qui vient de briser la vitrine de son magasin et s'enfuit en emportant les bijoux. Le jeune voyou n'est pas seul, un autre court devant lui, un autre attend au volant d'une 403 volée. M. Van Mal ne pourra rattraper ni l'un ni l'autre, et quelques minutes plus tard, il va mourir sur le trottoir. Il a pris une balle en pleine poitrine. La police de Marseille est déjà sur les dents depuis une bonne semaine. La même attaque, commise semble-t-il par la même bande de jeunes amateurs, s'est produite il y a à peine une semaine dans une banque de la ville. Quelque temps plus tard, la chance va servir la police. Sur l'autoroute de Marseille à Aix-en-Provence, un camion de 20 tonnes voit tout à coup une aronde foncer littéralement sur lui. La voiture a emprunté l'autoroute à contresens et roule à une vitesse folle. L'accident est inévitable. Il est mortel pour tous les occupants de la voiture, 4 jeunes gens de 17 à 20 ans. Parmi les victimes, un jeune caïd dont la police surveille depuis longtemps les activités. Son signalement correspond à celui de l'un des 3 attaquants de la bijouterie Van Mal. L'enquête qui suit met à jour un petit milieu sordide d'une quarantaine de jeunes gens et jeunes filles, dont les uns sont souteneurs, les autres prostituées, et n'ont même pas 16 ans. Au milieu de cette bande, une femme. Elle est mariée, elle a un enfant oublié quelque part, et elle fait le trottoir au bénéfice de l'un ou l'autre de ses jeunes compagnons. Elle se fait appeler Michel, et nous conserverons ce prénom car son rôle n'est pas joli. Michel est interrogée comme tout le monde par la police, et la première des choses qu'elle fait, c'est de dénoncer ses petits camarades. L'une de ces dénonciations concerne le jeune caïd, mort sur l'autoroute de Marseille, et les 2 autres mettent en cause un certain Louis et un certain Francesco, dont elle dit qu'il était son amant. En ce qui concerne le hold-up de la bijouterie Van Mal, la police marseillaise a surtout recueilli les déclarations d'un jeune témoin de 14 ans qui a vu toute la scène depuis l'appartement de ses parents. L'enfant a déclaré notamment qu'il avait aperçu 4 bandits vêtus de chemisettes aux teintes criardes. Michel, dans sa déposition, où elle accuse Louis et Francesco, prétend qu'elle était également dans la voiture vêtue d'un chemisier rouge, ce qui aide la police à considérer son témoignage comme irréfutable. On imagine mal, en effet, qu'elle dénonce n'importe qui puisqu'elle s'accuse elle-même. Considérablement aidés par les indications de la jeune femme, les policiers arrêtent sans trop de mal Louis et Francesco. Je dis sans trop de mal, si l'on veut bien considérer que c'est une routine pour la police de Marseille que d'écumer chaque soir et pendant des semaines tous les bistrots et les bouges de la ville. Après une reconstitution dramatique du hold-up, au cours de laquelle Louis et Francesco se conduisent odieusement, leur attitude devant les assises devient bien différente. Louis est un jeune hystérique qui ne cessera de nier avec une mauvaise foi évidente. À cause de lui, les audiences seront souvent suspendues, car les policiers sont obligés de le traîner littéralement jusqu'à son box, de calmer ses colères venimeuses et de le faire taire à plusieurs reprises quand ses propos dépassent la plus élémentaire correction. Francesco, lui, nie avec d'autres moyens, ne cesse de crier qu'il est innocent, qu'il paye pour un autre, et les confrontations qu'il oppose à son accusatrice Michel sont tendues. Elle jure, sous serment, qu'il était avec elle dans la voiture. Il jure, devant Dieu, que ce n'est pas vrai, qu'ils étaient tous les 2 ce jour-là à Martigues. Il ne sait pas pourquoi elle ment, il la supplie d'avoir pitié et de dire la vérité.
Un seul personnage serait peut-être capable de la dire, cette vérité, mais il n'est pas là. Les autorités ecclésiastiques lui ont interdit de venir témoigner aux assises. Il n'a pu faire qu'une chose, écrire au garde des sceaux la lettre suivante. Je prends Dieu à témoin et j'engage mon honneur d'homme pour dire que je sais de source sûre, absolument incontestable, que Francesco est entièrement innocent, mais je suis lié par le secret qui m'a été confié, je ne peux en dire plus. Cette lettre est signée Abbé Limosin, aumônier de la prison des Baumettes. Cette lettre n'empêchera pas la condamnation à vie pour Francesco et bien entendu pour Louis, mais elle va faire grand bruit et son auteur sera quand même amené à témoigner en personne au cours d'un autre procès. Cette lettre que l'aumônier de la prison des Baumettes adresse au magistrat pose un problème. Tout le monde sait que les prêtres sont liés par le secret de la confession. Et le pire des criminels pourrait même se confier à un prêtre en dehors du confessionnal sans que ce dernier le dénonce. C'est le cas de l'abbé Limosin. Cette règle instituée pour soulager les chrétiens de leurs petits péchés véniels quotidiens devient parfois une véritable barrière pour la justice. Imaginez simplement qu'un homme vienne dire en confession « J'ai tué 10 petits-enfants et je vais en tuer 10 autres en sortant d'ici. » Eh bien, le prêtre n'a qu'une seule chose à faire, et c'est la seule qui lui soit permise. Tenter de dissuader cet homme. Dans le cas qui nous occupe, assigné par la défense, le prêtre se fit excuser de ne pouvoir répondre à cette citation. L'aumônerie générale des prisons avait fait savoir qu'elle interdisait à tous ses aumôniers de venir témoigner en justice sous quelque prétexte que ce soit. Elle précisait en outre que le dépositaire d'un secret ne pouvait accepter de témoigner à la place d'un pénitent. Si l'abbé Limosin savait quelque chose susceptible d'innocenter Francesco, il était désormais trop tard. Et il faudrait un fait nouveau, d'une extrême importance, pour entreprendre la révision du procès. Eh bien, il y eut un fait nouveau. Quelques mois plus tard. Oh, ce n'était pas d'une extrême importance, c'était une simple petite erreur, un tout petit oubli de la formidable machine judiciaire. Et la défense allait sauter sur l'occasion. Cet oubli allait redonner de l'espoir à Francesco, à toute sa famille italienne, qu'il avait soutenue tout au long du procès. Francesco n'avait jamais, mais jamais cessé de crier qu'il était innocent dans sa cellule. Ses gardiens s'étaient rendus compte qu'il n'était pas le genre d'individu à jouer l'innocent pendant quelques semaines pour se lasser ensuite de prêcher dans le désert. 3 fois déjà, il avait tenté de se suicider, et pour ne plus l'entendre, on avait dû un jour l'enfermer dans la cellule des isolés. Ce qui va permettre à la défense de faire revenir Francesco devant ses juges, c'est que justement, ces juges ont oublié de le juger pour une toute petite chose. En effet, la voiture qui avait servi au hold-up de la bijouterie Vandal, une 403 noire, avait été volée. Mais qui l'avait volée? Et qui fallait-il condamner pour ce vol? Personne n'en avait parlé pendant le procès d'assises, comme cela aurait dû être le cas. L'accusation reconnaît qu'il est difficile d'imputer ce vol à l'un ou l'autre des accusés. Mais il peut y avoir recel. En d'autres termes, si l'on estime que Francesco était dans la 403 au moment du crime, on confirme le verdict de la cour d'assises. Si au contraire, on l'acquitte, c'est la porte ouverte à la révision. Bien entendu, la dénommée Michel, qui est seule à affirmer que Francesco était avec elle dans la voiture, va de nouveau subir l'assaut des questions des défenseurs. Ils vont essayer de prouver à la cour que Michel ment sur un détail et qu'elle est donc capable de mentir sur le reste. Elle a toujours prétendu qu'elle portait un chemisier rouge le jour du hold-up et n'a jamais été capable de dire d'où lui venait ce chemisier. Cela peut paraître dérisoire, mais c'est le seul espoir qui reste. Sur ce point, les déclarations de Michel ne seront guère plus précises que lors du premier procès. Tantôt,
Elle dit l'avoir acheté elle-même. Tantôt, on le lui a donné, ou c'est Francesco qui le lui a offert, ou bien elle ne se rappelle plus. En tout cas, il n'est plus en sa possession. Et ce qu'elle en a fait reste un point d'interrogation. Une fois, elle l'a mis dans une poubelle. Une autre fois, elle l'a caché dans le trou d'un mur où on ne l'a pas retrouvé. Bref, la défense réussit à faire la preuve que Michel ment, et sans laisser au témoin le temps de respirer, elle repose la question en espérant le coup de théâtre. Alors, qui était dans la 403? Et Michel répond, Francesco. Tout le talent des avocats n'a pas réussi à démonter l'obstination de cette femme. Elle ment certainement avec quoi faire. Il ne reste plus qu'à utiliser à nouveau le secret de l'abbé Limosin. Une nouvelle lettre de l'abbé va faire sur la cour suffisamment d'impression. Le vendredi 11 janvier 1963, Michel a dit et redit à plusieurs reprises, en présence d'un officier de police, que si elle m'avait confié un secret, elle m'en libérait totalement. Cette phrase a été consignée dans un procès-verbal qui a été signé par elle. Je me considère donc libéré de mon secret et je suis prêt à dire à la justice ce que je sais. Je redis ma conviction profonde, que Michel était sincère au moment où elle m'a fait ses confidences. Elle voulait décharger sa conscience des conséquences d'un témoignage qui ont entraîné à l'égard d'un innocent une lourde peine criminelle. L'avocat général va donc demander à reporter le verdict pour permettre une confrontation entre le prêtre et la prostituée. Le jour de cette confrontation, une multitude de journalistes espérait la bonne aubaine. Ils attendaient une scène dramatique entre les deux témoins principaux et tous les flashs crépitèrent au moment du traditionnel serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, devant Dieu et devant les hommes, avait ajouté le prêtre. Voici sa déposition. Je ne suis pas assez naïf pour croire n'importe quel détenu qui se prétend victime d'une erreur judiciaire. Si on m'a désigné pour occuper le poste d'aumônier de prison, c'est qu'on pensait que je n'étais pas un petit garçon. Si j'ai acquis la conviction que Francesco est innocent, c'est que des personnes bien informées du milieu marseillais le disaient. Je suis allé 3 fois revoir Michel, et c'est dans un climat de sincérité évident qu'elle m'a avoué que Francesco n'était jamais monté dans la 403 noire et qu'il n'avait pas participé au hold-up. Elle me l'a ensuite confirmé par une lettre, et j'ai détruit cette lettre. J'avais de bonnes raisons pour cela. Au cours de la campagne de presse qui s'est déclenchée à l'issue du procès d'assises, j'ai déclaré à la radio que je détenais la preuve de l'innocence de Francesco. J'ai eu peur que l'on trouve cette lettre, car la maison que j'habite est un véritable moulin d'anciens détenus. Ils sont fréquemment hébergés, et je ne voulais pas qu'elle tombe entre n'importe quelle main. Je demande à la justice de faire confiance à ma parole de prêtre. Lorsque ce fut au tour de Michel de venir déposer, il y eut une légère détente dans le suspense de ce procès d'appel. En effet, sans malice, après avoir demandé les noms et prénoms du témoin, le président ajouta « profession » et l'ancienne prostituée répondit « ménagère ». Il y eut quelques murmures et le président commenta « Je vous félicite pour cet avancement ». Avancement ou pas, le changement de catégorie professionnelle du témoin ne fit pas varier d'un pouce son attitude. Je n'ai jamais fait de confidence à l'abbé Limosin. J'affirme au contraire avoir été harcelé de lettres de sa part qui me demandaient de revenir sur mes déclarations. Je tiens ces lettres à la disposition de la justice. Le dernier espoir de Francesco, s'il est innocent, vient de s'effondrer une fois de plus, dans le sourire satisfait de Michel sûr d'elle-même, en apparence du moins. Pour l'abbé Limosin, le coup est dur, et il se contente de déclarer aux jurés « Ou bien je suis fou, ou bien je suis menteur, ou bien je dis vrai. Il n'y a pour vous que ces 3 solutions. Vous choisirez entre les 3.
En choisissant le témoignage de Michel, dit un journaliste, les juges d'appel ont pensé que le bon témoin était celui qui n'avait jamais varié dans ses déclarations lorsqu'il s'agissait d'accuser. L'abbé Limousin fit part à son évêque, Monseigneur Lallier, de son amertume sur la justice, qui avait paru mettre en doute sa parole de prêtre. On a préféré, écrit-il, les paroles d'une fille pervertie. Je n'ai pas à la juger sur sa conduite, mais ce qui existe ne peut être effacé, et il est impensable que l'on m'ait pris pour un mythomane ou un fou. J'ai senti, dès mes dernières paroles, qu'on me donnerait tort. J'avais cru à un sursaut de conscience de la part de Michel. J'avais cru de mon devoir de détruire la lettre qu'elle m'avait adressée. Cette lettre était le prolongement palpable d'une confidence faite sous le sceau du secret, et je n'avais pas le droit de la garder. Maintenant, il est trop tard. Pour les défenseurs de Francesco, l'affaire est dans une impasse définitive. Condamné au bagne à vie en 1960 pour complicité d'assassinat, il dépose en 3 ans 3 recours en grâce. En 1966, enfin, à l'âge de 30 ans, il obtient la grâce présidentielle en vertu du vieil adage « Mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison ». Francesco vit actuellement en Italie et il est interdit de séjour en France. Il a fait parvenir aux journalistes français le récit complet de son enfance, de sa vie, et surtout de sa liaison avec Michel, et pour lui la vérité se résume ainsi. Il a connu Michel dans la petite bande de Gouaps dont il faisait partie, et dont il réprouvait les activités. Sa seule excuse, c'est qu'il était trop jeune, et qu'il avait de mauvaises relations. Il affirme que Michel a voulu se prostituer pour lui, et qu'il n'a eu qu'un tort, celui d'accepter l'argent qu'elle lui offrait. Un jour, il est tombé amoureux d'une autre prostituée, et Michel a surpris cette liaison coupable quelques jours seulement avant le hold-up que la bande avait organisé. C'est donc par jalousie qu'elle aurait affirmé sa participation au meurtre du bijoutier Van Mal en profitant du fait que le véritable coupable était mort dans l'accident de l'autoroute de Marseille.